Même la Bretagne a pris un coup de chaud, comme ici à Saint-Malo, où le mercure a dépassé les 30 degrés mardi. Au total, 17 départements, dont Paris, ont été placés en alerte orange canicule, avec des pointes annoncées aujourd'hui jusqu'à 39 degrés. À Saint-Jean-de-Luz, les baigneurs profitent depuis plusieurs jours de la mer pour se rafraîchir. Et c'est de la folie. On avait 14 degrés la semaine dernière, on a grelotté et d'un seul coup, on n'en peut plus de chaleur. Sur la plage, les inquiets côtoient les sceptiques. La mémoire est courte, on ne se souvient pas, mais ça existait déjà quand même. Donc ça ne m'inquiète pas particulièrement. Et pourtant, cette situation est bien exceptionnelle. Les météorologues parlent même d'un ovni climatique. Sous l'effet du dérèglement du climat et d'un anticyclone, l'air stagne sur la France, provoquant un dôme de chaleur. Cet épisode de chaleur est totalement inédit et historique. On n'a jamais observé un tel épisode météorologique de chaleur. Face à ces températures plombantes, en première ligne, les ouvriers du BTP, mais aussi les élèves confinés dans des écoles surchauffées et tous ceux qui logent dans des bouilloires thermiques, comme ces logements sociaux, du béton, pas de volets, un calvaire à chaque canicule. C'est intenable, on ne peut pas respirer, on a des vertiges, c'est un four quoi. Une réunion interministérielle sur la canicule se tenait ce soir à Matignon. Pas de quoi répondre à la colère des associations et des écologistes qui accusent l'exécutif de ne pas protéger la population. Aujourd'hui, il y a de quoi être en colère, de devoir répéter encore et encore les alertes des scientifiques. Le temps des guides des bonnes pratiques est révolu. Quand allez-vous mettre fin aux mesures populistes et court-termistes pour que nous puissions vivre sur une planète respirable ? Alors comment faire face à cette vague de chaleur et aux disparités sociales qu'elle révèle ? Sommes-nous tous égaux face à la canicule ? François Gemène, politologue, chercheur, spécialiste du climat et des migrations. Bonsoir. Dernier essai, parler du climat sans plomber l'atmosphère. Sacré programme. Et vous considérez qu'il ne faut pas considérer précisément cette vague de chaleur comme des événements exceptionnels. C'est en réalité la nouvelle norme et cela montre qu'il y a un impératif absolu d'adaptation structurelle. À côté de vous, Sylvain Grisot, bonsoir, urbaniste. Bonsoir. Essayiste, président de l'association Transition urbaine dédiée à l'accélération des transitions écologiques et sociales en ville. Votre essai Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires vient d'être réédité. D'ailleurs, vous le prouvez, vous l'avez apporté avec vous. Il a changé de couleur. Voilà. Selon vous, Sylvain Grisot, les vagues de chaleur sont un vrai révélateur des inégalités sociales. Elles pénalisent clairement les plus pauvres, comme ceux qui vivent dans des logements sociaux qui n'ont évidemment pas été conçus pour supporter de telles températures. Et à côté de vous, Marie Bellan, bonsoir, journaliste aux Échos, en charge des sujets environnement et climat. Vous estimez que si on peut reprocher au gouvernement de ne pas avoir pris les devants plus tôt, il a quand même lancé un plan national d'adaptation au changement climatique. Il faudrait, ajoutez-vous, en revanche, modifier les codes du travail et l'adapter, notre code du travail, au changement climatique, au réchauffement climatique. Et on démarre le débat avec la carte du jour. Oui, les cartes même, il y en a deux, les températures maximales et la vigilance de canicule émise par Météo France qui montre donc ce phénomène exceptionnel, ce dôme de chaleur. C'est une première si tôt dans l'année, un épisode inhabituellement précoce, un ovni, vous le disiez, disent même les spécialistes, même s'il fallait s'y attendre. François Gemène, vous nous le répétez depuis des années, vous qui nous alertez sur le changement climatique. Clairement, c'est un des effets du changement climatique en France comme en Europe. Ça va être de rendre ces phénomènes de vagues de chaleur plus fréquents, plus intenses et aussi plus précoces, mais aussi plus tardifs. Donc on pourra en avoir en septembre ou en octobre. C'est difficile de dire que ce phénomène-ci est directement lié au changement climatique. Ça, c'est les études d'attribution qui le diront plus tard. Mais on sait très clairement que c'est un des effets du changement climatique de rendre ces phénomènes plus fréquents et plus intense. Oui, Marie Bellan, ça veut dire qu'il faut se préparer de façon 10 à 25 canicules dans les années à venir, d'ici 2050. C'est cela ? Ce qui est un peu démoralisant, mais vous l'expliquez aussi très bien, c'est que même si nos émissions baissent, en France elles baissent, même si le rythme ralentit ces dernières années, bon, au niveau mondial elles baissent toujours pas, mais même dans ce qu'elles baisseront, on continuera à avoir des records de chaleur, on va aller de record en record. Et là, ce n'est que le début d'une longue série. Et c'est vrai que l'épisode est inédit, mais il n'est pas surprenant si on regarde effectivement les alertes qu'ont pu faire les scientifiques précédemment. Donc ça, on n'y coupera pas. C'est pour ça que la préparation et l'adaptation sont essentielles dans ce contexte. Oui, Sylvain Grisot, là où c'est plus difficile, c'est pour ceux qui ne sont pas forcément habitués. On le voit, la Bretagne est directement impactée, voilà, alors que jusque-là, c'était plutôt un refuge climatique. C'est un peu ça, en fait, les bouleversements climatiques.
climatique, François vient de le dire, c'est des coups plus fréquents, plus violents, mais c'est aussi une nouvelle géographie qui est en train de s'écrire, avec des territoires qui aujourd'hui ne sont pas prêts, des logements qui ne sont pas pensés pour ça. Et aussi, ces temps chauds qu'on va retrouver en septembre, qu'on va retrouver au printemps, ils posent d'autres questions que les canicules qu'on avait en été. Une école, au mois d'août, elle est fermée. Pas en septembre, pas en mai. Donc ça interroge de façon très différente des espaces et des territoires qui ne sont pas pensés pour. Ça fait très longtemps qu'en Provence, on vit avec des très fortes chaleurs. Et on a adapté à la fois le logement, les espaces urbains, même si on voit bien qu'il y a des pertes de savoir-faire, des pertes de pratiques culturelles aussi. Parce que non seulement l'école n'est pas fermée, mais en plus, on y fait passer des examens. En ce moment même, bac technique. Et donc c'est paradoxal, on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation pour dédoubler les classes, de remédiation scolaire, mais si les conditions d'apprentissage sont telles que nos capacités cognitives sont atteintes, ça ne sert pas à grand-chose de dépenser tous ces budgets pour améliorer l'éducation si on fait passer les examens le pire jour de l'année. On va y revenir à la question scolaire dans quelques minutes, mais avec notre archive, on va se remémorer à quel point les temps ont changé. Regardez, la canicule de 2003, la Bretagne était précisément, comme vous le disiez, un refuge de fraîcheur. Archive du jour. Soleil capricieux et temps couvert. Ici, pas de canicule. C'est peut-être l'endroit le plus frais de France, à la frontière entre le Finistère et les Côtes d'Armor. Le camping affiche complet, mais on ne se presse pas sur la plage. Et à midi, en plein soleil, 28 degrés seulement. Moi, je trouve qu'il fait déjà suffisamment chaud, quand même. Il ne faut pas le dire toi à tout le monde, parce que sinon ça fera du monde en plus en Bretagne. On est bien chez nous. Chaleur ou non, il y a des gestes qui ne changent pas. 10 degrés de différence avec le reste du pays, et si c'était le fameux microclimat breton. Marie Bélan, là l'adaptation, elle va être la plus difficile, on ne s'y attendait pas dans ces régions, justement parce qu'elles n'y sont encore moins préparées. Par exemple, il n'y a pas de volets aux fenêtres. Oui, alors c'est vrai que 30 degrés à Brest, c'est presque plus grave que 35 ou 38 degrés à Montpellier, parce que comme vous le dites justement, dans des régions où on est habitué à ces pics de chaleur, les logements sont faits pour ça, avec des volets en bois, avec de la climatisation, même si ce n'est pas la réponse parfois la plus adaptée, mais parfois on n'a pas le choix. Il y a quand même des lieux de vie comme les EHPAD ou les crèches où il faut quand même avoir des pièces qui sont rafraîchies. Donc effectivement, il y a cette inégalité géographique où chaque territoire n'est pas préparé de la même façon et ne s'attendait pas forcément à des pics de chaleur de cette intensité. Et François Gemène, néanmoins, il y a quelque chose qui est absolument irréversible. L'Institut Copernicus fait des recommandations. Il faut se préparer à une augmentation des températures de la planète, là c'est à l'échelle globale, de plus 2,8 degrés à plus 3,3 degrés d'ici 2100. Et encore, ça c'est en moyenne mondiale. On sait que la température se réchauffe plus rapidement 2 fois plus vite en Europe. L'Europe et la France. Tout à fait. Il faut bien comprendre que tant que nous n'avons pas atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire le point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère et celles que la Terre est capable d'absorber par les océans, les forêts, etc., les températures vont mécaniquement continuer à grimper et cette neutralité carbone, c'est dans le meilleur des cas vers 2050. Donc ça veut dire que nous avons encore 25 ans au moins de record et donc ça veut dire qu'il faut s'organiser différemment, il faut s'adapter, sinon effectivement ça va plomber l'atmosphère de tout le monde quand on va en parler. Oui. Sylvain Grisot, sur l'Europe notamment, comment expliquer et comment s'adapter? Pourquoi c'est si particulier notre continent? Alors, il s'est organisé. Et là, on parlait justement de savoir-faire et de formes de pratiques de vie qui sont associées au fait que, oui, on a des volets en bois qu'on va fermer pendant la journée, on va avoir des logements qu'on va pouvoir ventiler la nuit. Oui, enfin avant, en fait. Quand on regarde la production et les immeubles qu'on a construits ces 20 ou 30 dernières années, en fait, on a une disparition du volet, on a une disparition de l'occultation extérieure, on a de plus en plus de logements qui ne sont pas traversants, qui ne peuvent pas être donc ventilés, on a des hauteurs sous plafond qui sont relativement faibles, qui ne permettent pas de mettre des brasseurs d'air. On voit bien là-dessus qu'on a misé sur la technique, et puis ces dernières années, à l'échelle du logement, à l'échelle de l'habitant, c'est aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui. Au-delà des grandes moyennes, ça veut dire quoi ? En fait, ces événements-là, c'est 8 à 10 degrés dans les espaces urbains. 8 à 10 degrés en plus par rapport à des températures nocturnes qu'on peut avoir dans la périphérie. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème de refroidissement nocturne. Et fondamentalement, c'est ça. L'îlot de chaleur urbain, c'est le fait qu'en fait, la nuit, le corps ne peut pas se reposer parce que la ville a emmagasiné cette chaleur-là. Et donc, il faut penser à la fois le logement et les espaces urbains derrière, de façon à être résilient par rapport à ça. Donc, le climat change. C'est inexorable. Et l'adaptation, elle touche à la fois nos logements, la façon dont on les habite, mais aussi nos espaces publics, avec des enjeux de végétalisation, d'adaptation des équipements publics, etc., etc. Marie Bélan, donc la question c'est de savoir, est-ce qu'en effet, on n'est
pas tous égaux devant ces variations thermiques, devant ce changement climatique. Est-ce que, en fonction de nos revenus, on est plus sensible à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, moi, je dirais qu'on ressent tous la température. Quand il fait 35 degrés, il fait 35 degrés pour tout le monde. Oui. En revanche, notre capacité d'adaptation, effectivement, est-ce que notre logement est équipé ou pas? Est-ce qu'il est bien isolé? Est-ce qu'on habite dans un quartier qui est végétalisé ou pas? C'est ça qui fait toute la différence. Mais ça se voit au niveau micro, mais aussi au niveau macro. C'est-à-dire, on parlait des pays, il y a dans le monde aussi, les pays qui sont les plus émetteurs ne sont pas forcément les plus touchés, même si l'Europe n'est pas, bien sûr, se réchauffe 2 fois plus vite. Mais c'est vrai que l'adaptation, ça devient un sujet crucial, y compris au niveau mondial, parce que les pays les plus vulnérables, ce sont ceux qui ont aussi le moins de moyens pour s'adapter. Et on le voit très bien au niveau des populations, et effectivement, où on parlait d'urbanisme, mais l'urbanisme de Dalles, qui a connu un certain succès. De Dalles, oui, des grandes Dalles. Oui, c'est Qui ça, a les connu un quartiers certain populaires. succès en France. Il y en a encore de beaux exemples, d'ailleurs, pas loin d'ici. On voit bien que c'est totalement inadapté enfin, Oui, clairement. Clairement, voilà. ça va plus loin. Enfin, pour pas se focaliser sur les quartiers de la reconstruction, en fait, si on regarde plus globalement, les quartiers qui sont le plus exposés à ces vagues de chaleur, à l'échelle micro, à l'échelle de l'habitant, on va retrouver les quartiers qui sont les moins riches. Qui sont donc les plus pauvres, et ça va toucher à la fois la région parisienne, Paris, mais aussi Lyon, au-delà des quartiers de la reconstruction. Et Malgré les aménagements qui ont été faits ces 20 ou 25 dernières années. Bien sûr, parce qu'on a un retard à prendre, à récupérer plus exactement, à la fois à l'échelle du logement lui-même, des réhabilitations. Il y a besoin que la profession aussi, elle change. On parle encore de confort d'été. Dans la profession. On est passé de l'isolation pour l'hiver à la question du confort d'été, alors qu'en fait, c'est une question d'habitabilité estivale. La question, c'est est-ce que je peux encore habiter dans mon logement 3 semaines par an? Ça touche aussi des quartiers pas du tout populaires au cœur de Paris, et c'est l'ensemble de ces logements qui sont sous les toits aujourd'hui. Donc, on a des inégalités là-dessus qui sont liées au logement, qui sont liées au quartier, avec comme indicateur, évidemment, la végétalisation. Alors, on va évoquer justement avec vous trois et avec Anna les bouilloires thermiques, ce qu'on appelle les bouilloires thermiques. Oui, vous connaissez les passoires thermiques l'hiver qui laissent entrer le froid et l'humidité. Eh bien, les bouilloires thermiques, c'est la version été des logements construits dans des immeubles en béton armé qui gardent la chaleur, mal isolés, sans volet extérieur, on l'a dit, où la température intérieure peut parfois dépasser les 40 degrés en France. Un logement sur 3 est considéré comme une bouilloire technique selon une étude de la Fondation pour le logement des personnes défavorisées, avec des conséquences sur la santé mentale et physique des résidents, perturbation du sommeil, aggravation de l'anxiété, des violences intrafamiliales et augmentation de la surmortalité. L'association Oxfam France estime d'ailleurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros le coût annuel des dépenses de santé pour les résidents de ces bouilloires thermiques. Et face au manque de mesures du gouvernement, la Fondation du logement a donc décidé de rejoindre hier le recours en justice contre l'État pour inaction climatique. Un recours qui avait été lancé en juin 2025 par un collectif d'ONG et une dizaine de sinistrés climatiques. Tous dénoncent l'insuffisance du plan national d'adaptation au changement climatique. Maïder Olivier, chargée de plaidoyer de la Fondation, va elle plus loin. La France est dans l'illégalité en ne menant pas des politiques d'adaptation du logement. Elle met en danger la population et particulièrement les personnes mal logées et les sans-abri. François Gemène, est-ce que la rénovation thermique de ces logements, ça va être, ou ça doit être, le chantier prioritaire du gouvernement? À mon sens, c'est vraiment le chantier prioritaire parce que vous atteignez à la fois des objectifs environnementaux pour le climat, mais aussi des objectifs sociaux. On l'a dit, les personnes qui souffrent le plus des vagues de chaleur, et ça a une conséquence notamment sur les violences domestiques, c'est un sujet dont on ne parle pas assez à mon avis pendant les vagues de chaleur, ce sont souvent les ménages les plus précarisés qui habitent dans ces bouilloires thermiques, qui ont moins d'accès à la climatisation, qui est souvent assez chère et pour laquelle ils n'ont pas les moyens, donc il y a une inégalité aussi dans l'accès à la climatisation. Et aussi, ce qui est important... La climatisation qui contribue au réchauffement, par ailleurs. Pas en France. Ah bon? On y vient après. Alors, vous nous le redirez, vous nous l'expliquerez. Et par ailleurs, vous touchez à la fois des objectifs de décarbonation, parce que ce sont aussi des passoires thermiques en hiver et des bouilloires thermiques en été, et des objectifs d'adaptation au changement climatique. Or, ces deux stratégies sont souvent opposées l'une à l'autre. On voit souvent l'adaptation comme une sorte de défaite, de renoncement, comme si on n'avait pas réussi suffisamment à réduire nos émissions. La rénovation thermique de logements permet de faire les deux, de baisser les émissions
mais aussi de s'adapter aux impacts du changement climatique et particulièrement aux vagues de chaleur. Et en même temps, Sylvain Grisot, il y a eu des coupes budgétaires sur MaPrimeRénov', ce qui ne permet pas à beaucoup de foyers de rénover leurs appartements. Oui, sur le privé, il y a eu aussi des coupes sur le logement social depuis plus de 10 ans, qui sont extrêmement importantes, avec un besoin et des opérateurs sociaux qui sont en capacité de faire ce travail de réhabilitation. Mais il y a un besoin de financement, tout simplement. C'est à l'échelle du bâtiment, c'est de l'emploi par ailleurs, c'est du chantier, l'adaptation, ça a ça aussi d'intéressant. J'insiste sur l'échelle urbaine, un logement bien pensé, s'il est dans un quartier, sur un parking, de toute manière, ça va être une bouilloire quoi qu'il arrive. Et ça va un petit peu plus loin quand on remonte un peu et qu'on regarde réellement quels sont les dommages, quels sont les impacts sociaux, mais les impacts médicaux sur la population. Évidemment, la précarité, c'est un indicateur derrière d'une forme d'exposition à la crise, mais pas que. Ça a été démontré sur la crise de Chicago par un sociologue, Eric Klinenberg, qui parle, lui, des infrastructures sociales de résilience. Donc les volets, c'est une infrastructure matérielle. Le végétal, au pied de l'immeuble, c'est une infrastructure matérielle. Mais l'infrastructure sociale, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir aller dans la rue parce qu'on est en sécurité. Le fait de pouvoir dormir dans le parc éventuellement. C'est le fait d'avoir des voisins qui viennent taper à la porte pour prendre des nouvelles du papy qui est au 8e étage. Et ça... ça, c'est pas dans un plan d'adaptation. Ça, c'est de l'animation sociale, ça, c'est de la vie collective, et ça a un impact extrêmement important. Eric Klinenberg, sur la première grosse canicule, 95 à Chicago, il évalue l'impact de ces quartiers qui fonctionnent, de ces quartiers dans lesquels il y a cette solidarité, à l'équivalent de l'équipement d'un climatiseur. Habiter dans le bon quartier fait qu'on a comme un climatiseur social. C'est extrêmement important. Évidemment, ça, c'est pas du hard. Évidemment, c'est pas de l'investissement, c'est des gens au pied de l'immeuble, c'est des événements, c'est des fêtes, c'est des solidarités du quotidien. C'est vous, ce soir, qui allez voir votre voisin que vous connaissez pas trop, parce que quand même... Surtout si c'est une personne âgée. Eh ben oui, et pas que. Et on s'est aperçu quand même pendant le Covid que ces petites solidarités du quotidien, ça avait un impact majeur. Donc, misons aussi sur le social. Alors, faut-il aller plus loin ? Écoutez Marine Tondeuil, secrétaire générale des écologistes et candidate à la présidentielle, elle propose un congé climatique quand il fait trop chaud comme actuellement. Nous avons mis sur la table un sujet de congé climatique pour protéger les travailleurs. En cas de forte chaleur, on regrette que dans la législation française, il n'y ait pas de seuil de température à partir duquel on estime qu'on ne peut pas exposer des travailleurs. Vous savez, je reviens d'Espagne où il y a eu des morts en fait dans les exploitations agricoles, sur les chantiers du BTP, des morts de chaleur. Et donc suite à ça, la ministre de gauche écologiste a mis en place ce congé climatique. Et donc ça veut dire que on protège les travailleurs, qu'on change les horaires de travail. Marie Bélan, est-ce que c'est pas typiquement français, ça, d'ajouter des congés quand quelque chose ne va pas ? Là, en l'occurrence, c'est en Espagne que c'est fait. Donc, et alors non, mais c'est ce qu'elle propose, de faire en France. Juste pour préciser, ce congé climatique n'a pas du tout été mis en Espagne, n'a pas été mis en place en Espagne du fait de canicules ou de jours de chaleur, alors qu'il fait très chaud en Espagne, mais c'était suite aux inondations de Valence qui ont causé beaucoup de morts et qui ont empêché les salariés de se déplacer. Donc, c'était pas... Alors, parce que les gens étaient allés travailler alors qu'ils auraient dû rester chez eux. Exactement. Donc, c'est juste pour remettre dans le contexte. Mais je trouve que ça peut aussi servir, bien sûr, des jours de canicule qui sont également nombreux en France. Non, est-ce que ça en Espagne, mais est-ce que ça serait imaginable en France ? Pourquoi pas ? Il y a quand même eu des initiatives. Alors, il y a eu un décret qui est sorti l'année dernière, au mois de juin 2025, pour quand même renforcer les obligations des employeurs en termes de protection pour leurs salariés lorsqu'il y a des grosses chaleurs. Alors, de donner des équipements adaptés, donner de l'accessibilité à de l'eau, enfin voilà, des choses, on va dire, un peu basiques, mais quand même, ce décret il a été renforcé. Il y a une proposition de loi qui avait été déposée aussi l'été dernier pour fixer un seuil, justement. Alors, le seuil, c'était 33 degrés dans cette PPL. Est-ce que c'est le bon seuil ? Parce que, comme on l'a dit, 33 degrés à Brest, c'est pas 33 degrés à Montpellier. Donc, est-ce que fixer un seuil, c'est vraiment la chose la plus évidente ? Pas forcément. Mais en tout cas, on voit bien que dans le Code du travail, il y a des choses qui pourraient être encore améliorées. Et après, il y a des mesures de bon sens. On le comprend. Dans le bâtiment, les couvreurs, ils ne peuvent pas travailler en plein après-midi à 14h ou à 15h. Donc ça, je pense que les employeurs, ils ont bien ça en tête. Il y a des accidents du travail qui sont beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, c'est chiffré pendant les périodes de grosse chaleur parce qu'on est moins attentif, on est aussi moins productif. Donc je pense que c'est un sujet vraiment d'inégalité au travail qui est très important et qu'il faudrait mieux prendre en compte. François Jeune, on n'a pas rien fait non plus. Enfin, par rapport à la canicule de 2003, en France. 15 000 morts. Aujourd'hui, on a divisé par 3. Il y en a eu beaucoup en 2005. Donc on a progressé. On a aussi un plan d'adaptation de la France. On a progressé sur les messages de prévention, sur les rites, gestes, sur l'attention aux autres, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait de travaux d'investissement
vraiment d'adaptation en termes d'aménagement, en termes d'habitat, en termes de travail, de scolarité. Est-ce qu'il ne faut pas changer les rythmes de vie? Est-ce que c'est pas ça la résolution? Bien sûr, il faut changer les rythmes de vie. Donc bien les sûr, enfants notamment les aillent plutôt à rythmes l'école, scolaires, les horaires de travail, on en a parlé, etc. C'est un très vaste chantier, l'adaptation, et on en est encore qu'au tout début. Je précise juste pour compléter que au niveau, le problème majeur, c'est quand même les manques de moyens budgétaires. On parlait aussi, on n'a pas évoqué le fonds vert, qui est un fonds que les collectivités locales utilisaient beaucoup jusqu'à présent, effectivement pour végétaliser, pour adapter leurs communes au réchauffement, qui est quand même passé de 2,4 milliards en 2024 à 840 millions l'année dernière. Donc on voit bien que c'est plus une priorité aujourd'hui. Parce que c'est toujours l'État et l'argent. Oui. On a besoin d'une mobilisation de l'État et on a besoin d'argent. Mais il n'y a pas que ça non plus. Et de long terme. La végétalisation, l'infrastructure de résilience pour les espaces urbains, c'est la végétalisation. Mais elle doit être massive. C'est une canopée. Donc, et vous connaissez l'adage, un arbre, il y a 2 bons moments pour le planter. C'est aujourd'hui, il y a 20 ans. Donc si on veut avoir de l'ombre en 2050, c'est maintenant qu'il faut planter. Et là, le blocage, il est moins sur la question des financements que sur la question des habitudes et des modes de vie. Essentiellement, ce qui bloque dans les espaces urbains aujourd'hui, c'est le manque de place. Ça veut dire que... Oui, pardon, mais on peut le faire sur les toits des immeubles, par exemple. Ce ne sera absolument pas assez suffisant. Un arbre, ça plante, ça a des racines dans le sol. La végétalisation, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Ça sert pas à rien, mais ça ne permet pas de réellement générer un microclimat local. De la fraîcheur. Désimperméabiliser, planter dans de la plante terre et en quantité. On est en train de parler de doubler la canopée dans les villes européennes et notamment dans les villes françaises. Paris, on en parle beaucoup, a beaucoup végétalisé, mais absolument pas assez par rapport au rythme existant. Or, Paris peut se permettre de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de propriétaires de voitures, donc il y a beaucoup moins de besoins de stationnement, donc on a de la place grâce à ça. Ce n'est pas le cas de toutes les villes. Ce n'est pas du tout le cas de toutes les villes françaises. François Gemène, par rapport à cette question de différence de ville et volonté, vision du long terme. Il y a d'abord des choses qui forcément ne coûtent pas, ou en tout cas pas autant d'argent. Et surtout, je pense qu'on s'est trop appuyé aussi sur la subvention publique. Et je pense qu'il faut aujourd'hui davantage mobiliser de moyens privés, d'investissements privés, notamment dans la rénovation des logements, parce qu'effectivement, l'argent public ne pourra pas tout faire. Et puis, il importe de considérer que l'adaptation, c'est un vrai projet, que ce n'est pas un renoncement, que ce n'est pas parce qu'on a échoué à réduire nos émissions. Manifestement, les impacts qu'on va subir dépendront des émissions des autres, des émissions du passé. Il faut vraiment faire de l'adaptation un vrai projet. Mais privé, ça veut dire que c'est nous qui investissons, c'est nous les particuliers, mais où on va trouver l'argent? Par exemple, parce que vous avez énormément d'épargne. Il y a 7 000 milliards d'euros d'épargne en France, qui est insuffisamment mobilisé pour la transition. Pas vous, à titre personnel. Non, mais... ça dépend de l'argent que vous avez en banque, ça, je n'en sais rien. Non, mais c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il faut qu'on utilise individuellement. Il faut des véhicules d'investissement, etc. Absolument. Et en même temps, notre voisin, l'Espagne, vient d'annoncer un plan à 9 milliards d'euros pour la transition écologique, avec notamment la rénovation des logements. Donc, il y a quand même une volonté politique derrière. Il y a plein de propositions fiscales qu'on peut faire pour dégager de l'argent, pour que les gens rénovent. Par exemple, en réduisant les droits de succession. Marie Bellan. Oui, parce qu'on parle là de volume budgétaire. C'est colossal ce qu'il va falloir dépenser. Alors là, on parle de l'adaptation aux canicules, mais l'adaptation au changement climatique, c'est aussi le retrait du trait de côte, c'est aussi le retrait gonflement d'argile pour les maisons. Enfin, donc les sommes à dépenser, c'est les C'était 60 milliards selon le rapport qu'ils Donc, à l'époque. je pense que là, de l'argent, il va en falloir, et beaucoup. Et je suis d'accord avec vous, l'État ne pourra pas tout. Donc recourir à l'épargne populaire. Oui, mais aussi, peut-être que davantage d'entreprises aussi s'engagent, parce qu'elles-mêmes, elles ont aussi... Je mets dans l'investissement privé, je mets tout ça. Voilà, parce qu'elles ont aussi dans leur stratégie des contraintes de continuité d'activité. Là, par exemple, quand il fait des chaleurs pareilles, je pense que la SNCF, RTE, tout le secteur du nucléaire, ils regardent ça de très près. Donc ça veut dire, vous dites aux Français, ne partez pas à l'étranger, mais changez votre appartement pour pouvoir y rester l'été plus au frais, quoi, en gros. Ça peut être une solution. Regardez, je parlais de la canopée. Planter des arbres. Tout le monde pense à la rue ou à la place de la mairie. En fait, dans une métropole comme Lyon, par exemple, 70% du potentiel de canopée, il est dans les espaces privés. Donc ça veut dire c'est les cours de copropriété, c'est les jardins des entreprises, etc., etc. Ça, c'est des petites mobilisations. Ça a un effet pour les habitants et ça a aussi un effet global sur le climat du quartier. Plantons des arbres, c'est le mot de la fin pour ce débat. La prochaine fois. Oui. Non, mais vous reviendrez nous expliquer ce paradoxe. C'est plus qu'un sujet, c'est un paradoxe, François Gemène.